Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon La Voix du Sion tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous avons tous eu au moins une fois dans notre vie plusieurs occasions d'être plus ou moins tristes, de traverser des périodes de déprime. Il est normal que les émotions de la vie courante puissent s'exprimer ainsi. Cependant, quand la déprime prend le dessus sur les humeurs habituelles d'une personne et empêche celle-ci de mener une existence normale, quand les symptômes sont persistants et intenses et que malgré le temps, rien ne semble s'arranger, alors ce n'est plus la déprime, mais plutôt une dépression. Nous allons parler de la dépression ce soir, les causes, conséquences, symptômes et traitements avec Wazam Roland, psychiatre au CHR de Thiéviers. Monsieur Roland, bonsoir. Bonsoir Blessing. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation. Voilà, pour la présentation, je suis Blessing Possonia. La réalisation est assurée par Yolou Mustafa. Sans plus tarder, monsieur Roland, comme le dit le thème, la dépression. Qu'est-ce que la dépression? Oui, la dépression, nous pouvons la définir tout simplement en disant que c'est un état pathologique caractérisé par une humeur triste et douloureuse associée à une réduction de l'activité psychomotrice et à un désintérêt intellectuel. Donc ce terme est aussi utilisé dans le familier pour qualifier des états appelés comme passage à vide, mais dans une moindre mesure, et ça peut constituer des états de troubles psychiatriques plus sévères. Voilà. Donc c'est ça la dépression. Oui, c'est un état pathologique caractérisé par une humeur triste et douloureuse, associée à une réduction de l'activité psychomotrice et à un désintérêt intellectuel. Nous appelons humeur ici des émotions ou bien des sentiments. Donc lorsque on a des sentiments de tristesse, et on a une douleur morale et ça dure dans le temps et on a l'activité psychomotrice est ralentie et il y a aussi un désintérêt intellectuel, on a du mal à faire des efforts, on est fatigué. Là, dans une moindre mesure, nous pouvons parler de dépression. Voilà, et quelles sont les causes de la dépression? Merci Blessing. Oui, nous allons dire qu'il y a plusieurs causes et d'abord nous allons parler des événements pénibles de la vie comme le deuil, comme l'abandon conjugal, le licenciement. Nous avons aussi les moments particuliers de l'existence comme le passage de l'enfance à l'adolescence. C'est un moment difficile qui peut rendre les gens déprimés. Il y a aussi le passage de l'âge mûr à la sénescence, c'est-à-dire la vieillesse. Il y a aussi les moments d'échec et même les moments de succès peuvent amener les gens à être déprimés, c'est-à-dire si l'homme a un succès qu'il n'arrive pas à gérer mentalement, ça peut amener à une dépression. Et bon, cette catégorie de dépression sont appelées sous le vocable de dépression réactionnelle. Alors, nous pouvons aussi avoir d'autres dépressions au cours d'une maladie physique, comme un accident vasculaire cérébral ou une hépatite, pour ne citer que celle-là. Et
Donc, ces dépressions aussi peuvent être déclenchées par un bouleversement hormonal. Et par exemple, à la suite d'un accouchement, on peut avoir, s'il y a un bouleversement hormonal, on peut avoir une dépression. Alors, ou un dérèglement endocrinien, et si notre thyroïde se dérègle, on peut aussi avoir une dépression. Dans certains cas, la dépression peut être en liaison avec un trouble névrotique ou psychotique. Et enfin, certaines dépressions très graves comme la mélancolie appelée aussi psychose, est une psychose qui est caractérisée par une douleur morale intense avec désir de mort. Donc les gens qui ont des idées de mort à ce moment. Donc ces dépressions-là ont une part héréditaire. Donc on parle de dépression endogène. Voilà à peu près ramasser les différentes causes de la dépression. Voilà, les différentes causes de la dépression. Vous avez parlé des événements heureux aussi qui peuvent être à la base de la dépression. Oui. Il peut arriver que quelqu'un ait un succès et que la personne soit déprimée. Oui, vous savez. Expliquez-nous un peu comment c'est possible. Oui, vous savez, dans notre émission passée, nous avons défini la santé mentale. Nous avons parlé de l'adaptation. Et lorsque nous parlons de la dépression, c'est une question de gestion des émotions. Donc, lorsque l'on a un succès qui lui donne une joie importante, et ça aussi, il y a certaines émotions qui s'accompagnent à ce succès que l'individu doit gérer. Donc, en réalité, nous disons que la dépression est un trouble de l'humeur. Donc, à partir du moment où l'individu n'arrive pas à gérer ses émotions, et ça peut balancer dans la dépression. Et vous avez parlé aussi de la mélancolie. Oui. La mélancolie, est-ce que ce n'est pas un comportement ou bien l'état d'une personne? Non. La mélancolie, c'est quoi? Nous avons dit que ici, c'est une psychose caractérisée par une douleur morale intense avec un désir de mort. En ce moment, la mélancolie, et là, c'est un trouble dépressif très caractéristique avec une douleur morale. Et puis, il y a les idées de mort. La personne souffre intérieurement et a des idées délirantes, c'est-à-dire elle dit des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Et elle souffre aussi dans son humeur. Et elle souffre aussi dans sa morale. Et c'est la partie, disons, c'est la phase la plus complexe de la dépression. Ça veut dire que ça lui arrive d'avoir des idées qui ne cadrent pas, qui ne sont pas réelles. Oui. La personne pense à certaines choses qui ne sont pas réelles. Oui, par exemple, la personne peut se dire que non, ça ne vaut plus la peine de vivre. Et il faut se suicider. Et que la mort même est une solution à ces problèmes. Donc, lorsque les gens arrivent à ce niveau-là, ils sont dans un état mélancolique. Quand les gens disent qu'ils sont fatigués de la vie, et ils pensent que c'est la mort seule qui peut résoudre leurs problèmes. Et même, vous voyez les gens qui se suicident. Oui. Et bon, nous profitons de cette occasion pour dire que la dépression est un trouble mental qui entraîne beaucoup le suicide. Et même pour ne pas dire que la dépression est au premier rang des troubles mentaux qui provoquent le suicide. Donc c'est la partie et la phase de la dépression qui entraîne le suicide, c'est cette partie-là qui est mélancolique. Merci pour l'explication, c'est compris maintenant. Parlez-nous des signes et des symptômes de la dépression. D'abord des signes de la dépression. Oui. Pour la dépression,
effectivement, nous avons des traits spécifiques pour caractériser les troubles dépressifs. Alors, donc, nous allons dire que le sujet est d'humeur triste. Quand nous parlons d'humeur en psychiatrie, c'est une émotion durable de la personne. Voilà. Donc, c'est une humeur triste avec la perte des motivations, d'intérêt ou de plaisir, ou pour presque toutes les activités. Il y a une insomnie ou une hypersomnie, c'est-à-dire que soit la personne ne dort pas, mais la personne dort trop. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Il y a la fatigue. Il y a l'autodépréciation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne ne s'apprécie plus. Donc, c'est l'autodépréciation. Il y a les difficultés à penser et à se concentrer. Et il y a la peur de l'avenir. Il y a l'anxiété. Il y a aussi ce que nous appelons la souffrance morale. Et ce qui peut amener la personne à envisager le suicide. C'est ce que nous parlions tantôt. Donc, ces signes que nous avons cités là évoluent du plus simple au plus complexe. Voilà. Donc, d'autant plus que la sensation d'écoulement du temps semble anormalement ralentie. Donc, quelqu'un qui est déprimé pense que le temps ne passe pas vite. Voilà. Les dépressifs ont en commun un sentiment inconscient de perte de l'objet et de perte d'objet qui les amène à retourner contre eux-mêmes les reproches et l'agressivité destinés normalement à l'objet perdu. Ça, c'est une expression psychanalytique qui veut dire que le déprimé pense que il y a quelque chose il y a un vide en lui. Et cela le culpabilise. Et nous parlons de culpabilité. Voilà. Donc, ce qui leur donne un fort sentiment de culpabilité et d'impuissance. C'est important. Donc, ils se voient impuissants devant tous leurs problèmes. Alors, maintenant, au plan psychique, le dépressif souffre de troubles de l'appétit. Nous l'avons déjà dit plus haut, avec perte ou gain de poids significatif. Il y a des désordres digestifs, il y a des céphalées, il y a des palpitations, c'est-à-dire le cœur bat plus fort que normalement. Il y a la fatigabilité et il y a ce que nous n'allons pas oublier, l'altération de la libido. Donc le désir sexuel baisse. Donc ça c'est un truc très important. Les gens ont le désir sexuel qui baisse, mais ils ne comprennent pas. Ils se posent beaucoup de questions. Souvent, c'est lié à la dépression. Donc, nous allons continuer en disant qu'il existe plusieurs formes de dépression, allant d'un sentiment passager de tristesse jusqu'à la dépression majeure avec délire, dénommé mélancolie. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc, c'est quand la dépression, on a tous les signes de dépression que nous venons de citer, et la personne dit des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Là, nous sommes dans le cas de mélancolie. C'est un ancien terme utilisé. Donc, et c'est en ce moment que la personne il faut que la personne consulte pour qu'on puisse faire le diagnostic. Voilà. C'est à peu près les signes de dépression que nous pouvons citer. Voilà, les signes de la dépression. Et moi, j'ai retenu ceci: l'insomnie, la fatigue, l'autodépréciation, les difficultés à penser, c'est ça? Oui. Et la peur de l'avenir, Oui. l'anxiété, les troubles de l'appétit, Oui. et bien d'autres. Voilà. Voilà, si nous remarquons ces signes, ça veut dire que nous avons un problème, nous tendons vers la dépression, ou bien que nous sommes déjà en train de faire la dépression. Oui, et selon le manuel de l'OMS, ces signes-là doivent, si on a au moins 4 signes, 3 à 4 de ces signes, Oui. nous sommes
et c'est suffisant pour consulter. C'est déjà suffisant. Et là, on est déjà en phase de dépression mineure. Ok. Là, il faut consulter en même temps. Il ne faut pas attendre. Si déjà le premier, le deuxième, le troisième signe, si ça se fait sentir ou bien on le constate, il faut qu'on aille se faire consulter. Merci. Et donc... parce que les signes-là ne viennent pas tous en même temps. Ils viennent et lorsque la maladie s'aggrave, les signes s'ajoutent. Lorsque la maladie s'aggrave, les signes s'ajoutent. Peut-être ça commence par l'insomnie et après suit la fatigue ou bien l'autodépréciation. Ça varie ou bien c'est l'ordre que ça suit? Nous avons parlé d'abord d'une humeur triste. La personne commence par être triste. Elle perd ses motivations. Maintenant, elle perd aussi l'intérêt et le plaisir pour presque toutes les activités. Lorsque elle commence par perdre le plaisir comme ça, l'insomnie commence. Des fois, ça peut être l'insomnie ou l'hypersomnie, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire, soit elle ne dort pas du tout, soit elle dort trop. Voilà. Et maintenant, la fatigue vient. Donc, après cela, maintenant, nous avons l'autodépréciation. C'est-à-dire, la personne ne s'apprécie plus. Donc, elle voit que elle n'a plus de valeur, sa valeur, elle-même n'arrive plus à exprimer sa valeur. C'est après ça, on peut maintenant, quand ça s'aggrave, on a des difficultés à penser ou à se concentrer. Et c'est là, après cela, on a la peur de l'avenir. Et quand la peur de l'avenir vient, on a l'anxiété. Et l'anxiété ici, nous définissons l'anxiété comme une peur sans objet. Oui, la peur sans objet. C'est une inquiétude. C'est une inquiétude profonde. Voilà, c'est une inquiétude profonde. Voilà. Ok, merci pour ces explications. Parlez-nous maintenant des symptômes de la dépression, les symptômes. Oui, les symptômes et les signes sont presque les mêmes choses, mais nous allons dire la différence. Et les symptômes, c'est ce que le patient ressent. Mais quand il consulte, ce que le praticien peut retrouver objectivement, c'est ça les signes. Des fois, la personne dit certaines choses, mais à l'examen, on voit que ce n'est pas exactement ça. Donc, il y a une nuance entre symptômes et signes. Les symptômes, c'est ce que le patient dit ressentir. Maintenant, les signes, c'est ce que le praticien remarque à l'examen du patient. Donc, c'est des trucs avec une légère nuance. Voilà. Est-ce qu'on peut nous donner quelques exemples de symptômes de la dépression? Oui. Les symptômes, c'est ce que nous venons de dire. Maintenant, ce que nous allons trouver, par exemple, au niveau des signes. Au niveau des signes de la dépression, c'est que nous avons un ralentissement psychomoteur. C'est-à-dire que la personne ne bouge pas comme d'habitude, et lorsqu'elle parle, elle parle difficilement, et puis même pour marcher c'est difficile. Des fois la personne, quand nous parlons des moments de mélancolie, la personne peut être dans le lit sans bouger. Voilà les signes. Donc c'est des cas très sérieux. Donc la personne est tellement calme dans son lit. Des fois, la personne ne parle plus. Voilà les signes. Et quand elle ne parle plus, nous parlons de mutisme. La personne ne parle plus. Et dans ces cas où elle ne parle plus, c'est vraiment, il faut mesurer vraiment la profondeur de la souffrance morale. Est-ce qu'il peut arriver que la personne ne réfléchisse pas normalement? Par exemple, la personne, on lui questionne, mais elle n'arrive pas à donner une réponse tout droit. Il faut prendre du temps pour réfléchir. Oui, nous avons dit qu'il y a un ralentissement psychomoteur. Ralentissement psychomoteur veut dire que les processus de raisonnement et tout ça là sont totalement ralentis. Parce que lorsqu'on lui parle,
pour pouvoir réfléchir et donner une réponse, Ça prend prend beaucoup de temps. Ok. Ça, c'est un. Des fois, c'est à cause de la souffrance morale que la personne évite de parler. Donc, et c'est pourquoi il faut vraiment examiner la personne, faire un examen psychiatrique pour voir vraiment le problème qui est à la base. Et qu'en est-il de l'évolution et du traitement de la dépression? Parlons d'abord de l'évolution. Au niveau de l'évolution, nous allons dire que le risque majeur de la dépression est le suicide. Là, il faut que les interlocuteurs nous suivent très bien. Oui. Le risque majeur de la dépression est le suicide, surtout à redouter dans les formes mélancoliques. Donc, les phases aiguës, c'est-à-dire les phases de début des troubles psychotiques et des personnes et chez les personnes âgées. Donc, outre un traitement par les antidépresseurs et les stabilisateurs de l'humeur qui ont considérablement réduit l'usage de l'électrochoc, on préconise toujours un abord psychothérapique. Donc, nous allons dire simplement que souvent, la dépression peut évoluer vers le suicide. Et que c'est pourquoi tout ce que nous sommes en train de dire, il faut que les gens le prennent au sérieux. Oui. Donc, si une dépression n'est pas traitée, la personne peut se suicider. Et là, franchement, nous qui étions son entourage, nous allons être dans le regret de n'avoir rien fait pour aider la personne. Donc, et à part au niveau du traitement, donc nous avons des traitements pour ça et nous utilisons des antidépresseurs, nous utilisons les stabilisateurs de l'humeur. Nous avons dit que c'est une question de gestion des émotions. Donc nous avons des médicaments qui stabilisent l'humeur de la personne. Et après quoi, nous avons aussi la psychothérapie, c'est-à-dire le traitement de la personne par les moyens psychologiques. Voilà ce que nous pouvons dire en ramasser sur l'évolution et le traitement. L'évolution, c'est que lorsque la dépression n'est pas traitée, elle peut évoluer vers le suicide. La personne peut se suicider. Là, vraiment, c'est un point très saillant à retenir. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Lorsque la dépression n'est pas traitée, ça évolue vers le suicide. Et parlez-nous un peu des médicaments antidépressifs et autres. Est-ce que la personne est condamnée à prendre ces médicaments tout au long de sa vie ou bien c'est juste pour un petit temps que la personne prend ces médicaments? Oui. Bon, pour le problème des médicaments, ça c'est un chapitre très vaste. Donc nous n'allons pas trop développer parce que nous allons embrouiller les gens. Mais ce que nous allons dire très simplement et être très simple et que les gens nous écoutent, c'est que pour les médicaments, c'est en fonction de l'évolution de la maladie. Donc plus on vient vite, on se fait consulter et le traitement est mis précocement. Donc la personne guérit très tôt et là on va arrêter le médicament. Voilà. Et nous avons dit qu'il n'y a pas que les médicaments, mais il y a la psychothérapie et le traitement de la personne par les moyens psychologiques. Nous avons dit que la personne n'arrive pas à gérer ses émotions, il faut l'aider à gérer ses émotions, il faut l'aider dans sa manière de concevoir le monde. Et là, la vie va être plus simple pour la personne. Et justement, parlant de la psychothérapie, est-ce que ça vient avant les médicaments ou bien c'est en même temps que la personne, on le fait accompagner par ces médicaments, on le traite en même temps en psychothérapie? Oui. Donc, et lorsque, selon les troubles que nous avons cités pour les symptômes, dans le chapitre des symptômes et des signes, c'est qu'il y a des cas graves qui méritent des hospitalisations. Donc, lorsque
Et si c'est le cas d'un patient qui est hospitalisé, là, lorsque la personne peut communiquer normalement, on commence d'abord les médicaments et puis bon, lorsque la personne peut communiquer sans problème, on fait la psychothérapie. Ou alors, c'est un patient que nous recevons en ambulatoire, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'être hospitalisé. Là, on peut mettre le médicament et on commence en même temps la psychothérapie, et les deux en même temps. Ok, la psychothérapie, là c'est compris. Y a-t-il une différence entre la dépression d'un adolescent et celle d'une personne âgée? Merci pour la question, parce que c'est une question très importante. Des fois, nos adolescents se donnent à des comportements que nous ne comprenons pas. Donc, il faut les analyser et puis voir quand est-ce que nous pouvons les aider. Là, nous allons dire que la dépression de l'adolescent, tout en se rapprochant de celle de l'adulte, c'est-à-dire avec anxiété, sentiment d'infériorité, humeur triste, et en diffère par la moindre inhibition, une attitude plus distante qu'accablée, un sentiment de vide ou d'abandon plutôt que de déchéance. Par ailleurs, un état dépressif peut se cacher sous des symptômes trompeurs, c'est-à-dire dépression masquée, comme les troubles du comportement, comme la fugue, c'est-à-dire un adolescent qui quitte la maison sans raison. Il y a la colère, le goût morbide pour le risque, c'est-à-dire vous allez voir un adolescent qui prend des risques que vous ne comprenez pas. Il y a l'anorexie, c'est-à-dire la personne perd l'appétit, ou plutôt la boulimie. L'adolescent, à un moment donné, il mange beaucoup. Subitement, il commence par manger beaucoup. Soit l'adolescent se plaint de douleurs, les courbatures, les maux de tête, les maux d'estomac. Il a des problèmes scolaires, ça c'est important. C'est-à-dire, à un moment donné, un enfant qui travaillait bien, et puis dans les mêmes conditions, à un moment donné, les résultats scolaires commencent par baisser sans raison. La dépression peut être derrière tout ça. Donc, il faut être prudent, il faut veiller au grain. Donc, la principale complication des dépressions de l'adolescent est le passage à l'acte, c'est-à-dire la délinquance, la toxicomanie, le suicide. Donc, il y a plusieurs adolescents qui sont aujourd'hui des délinquants, et qui sont des toxicomanes, c'est-à-dire qui prennent la drogue, l'alcool, tout ça là. Vous voyez, c'est la dépression de l'adolescent qui serait à la base pour certains de ces cas-là. Nous avons parlé de suicide. Il y a des adolescents qui se suicident. Voilà à peu près le visage de la dépression chez l'adolescent. C'est que la différence avec l'adulte, c'est que au niveau de l'adulte est fatigué, il est abattu. Mais au niveau de l'adolescent n'est pas inhibé, c'est-à-dire il n'est pas fatigué, mais c'est par des comportements un peu incompréhensibles, comme que nous venons de citer, comme la fugue, c'est-à-dire un adolescent qui quitte la maison sans raison. Soit de temps en temps, il est en colère et il a le goût pour les risques. Il prend des risques qu'on ne comprend pas. Soit à un moment donné, il ne veut pas manger, ou alors il devient gourmand, on ne comprend pas. Et il se plaint de douleurs multiples, tout ça là, et il a des échecs scolaires. Ça, c'est très important de noter cela. Et la délinquance, la toxicomanie, des suicides chez les adolescents, tout ça là, ce sont des expressions de la dépression chez l'adolescent. Et ça veut dire que c'est un peu difficile de remarquer ces signes chez l'adolescent, puisque la personne est toujours active et seulement peut-être une attention particulière peut permettre de découvrir cette dépression. Oui, on ne peut pas dire que c'est difficile de remarquer. Par exemple, quand nous prenons la fugue, vous avez un adolescent qui a entre 11, 12 ans, comme ça, 13, 14, et bon, qui quitte la maison sans raison, et puis bon, qu'on trouve quelque part et il n'arrive pas à donner les raisons pourquoi il a quitté la maison, c'est ça la fugue. Ou alors de temps en temps, il est
il est plus colérique, il est plus en colère, il prend des risques qu'on ne comprend pas. À des moments, il refuse de manger, ou alors, à un moment donné, il mange trop. Tout ça là, ça peut attirer l'attention. Ou alors, il se plaint des douleurs tout le temps, partout, les articulations, les maux de tête, d'estomac à tout moment, et surtout les problèmes scolaires. Surtout les problèmes scolaires. Les problèmes scolaires. Voilà. Si la personne travaille, on le connaît, il travaille bien, et à un moment donné, ça chute, ça chute sans raison. Ça veut dire qu'il y a une dépression derrière. Il faut aller fouiller. Et quand rien n'est fait, nous parlons de la complication des dépressions de l'adolescent, c'est la délinquance. Donc, quand rien n'est fait pour aider l'adolescent à sortir de tous ces problèmes, donc, il va devenir délinquant, les gens vont se plaindre. Mais vous allez voir que les signes que je viens de citer étaient là et en amont déjà, avant que l'adolescent ne devienne délinquant, parce que rien n'a été fait. La toxicomanie, avant que l'accident et l'adolescent ne se livre à ça, ça veut dire que tout ce que je viens de citer était en amont. Voilà. Et le suicide. Voilà. Le suicide qui complète le tableau. Et voilà. Le tableau de la désolation. De la désolation. Et Monsieur Ouazzam, nous allons à présent ouvrir l'antenne aux auditeurs pour qu'ils puissent nous appeler s'ils ont des questions à poser, qu'ils arrivent à les poser. Et fidèles auditeurs, appelez-nous sur le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Je reprends le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Vous pouvez nous appeler à présent pour vos questions. Nous allons continuer, Monsieur Ouazzam. Nous avons déjà parlé de la différence entre la dépression d'un adolescent et celle d'une personne âgée. Non. Oui, qui peut... Oui. Oui, c'est ça. Et celle d'un adulte. Oui, d'un adulte, voilà. D'un adulte, puisqu'un adolescent aussi est âgé, c'est ça? Oui, qui peut avoir la dépression? Autrement dit, qui est concerné? Voilà. Oui. Donc, cela nous amène à cette question. Bon, nous allons dire qu'à l'échelle d'une vie entière, 6 à 10% des hommes et de 12 à 20% des femmes seront à un moment ou à un autre confrontés à la dépression. C'est dire l'ampleur de ce phénomène qui peut aussi bien survenir après un événement traumatisant comme un deuil, qu'à la ménopause ou après un accouchement. Parfois, la dépression constitue l'un des deux temps d'une maladie maniaco-dépressive, c'est-à-dire alternance de moments d'excitation et d'épisodes dépressifs graves. Donc, parfois encore, elle est liée à un manque d'ensoleillement. Ça, c'est au niveau chez les Blancs surtout, et survient entre octobre et mars. Et c'est ce que nous appelons la dépression saisonnière. Donc, c'est dire simplement que personne ne peut donc prétendre y échapper. Donc, nous tous sommes concernés par ce mal appelé dépression. Ça veut dire que tout le monde, sans exception, tout le monde est concerné par que ce soit un homme, une femme, un petit... Oui, chez les adolescents comme chez tout le monde. Chez les personnes âgées aussi. Et comment reconnaître une dépression? Vous avez cité quelques signes, mais expliquez-nous encore mieux. Oui. Nous avons cité les signes, mais nous allons repréciser certains indices pour reconnaître une dépression. Et là, nous disons qu'il est très délicat d'en identifier les premiers signes, souvent confondus avec ceux d'un banal passage à vide, c'est-à-dire un mécontentement, baisse de forme qui disparaît d'elle-même en quelques jours. La dépression s'annonce par une modification globale, mais le plus souvent insidieuse du comportement.
C'est une modification globale du comportement. Au début, le déprimé devient anxieux, il réagit de manière inhabituelle à des contrariétés banales. C'est important de noter cela. Il est sujet à de brefs accès de colère, de joie ou de pleurs. C'est très important. Il a des difficultés pour trouver le sommeil, puis se réveille en pleine nuit, habituellement entre minuit et 2 heures du matin. Chez certains, le sommeil est haché, de rêves angoissants ou de réveils multiples. Enfin, il grossit ou maigrit involontairement. Souvent, c'est seulement après plusieurs mois d'évolution, alors que le malade en est véritablement en véritable situation de détresse morale, que l'entourage prend conscience de la gravité de son état. Là, c'est une dépression confirmée qui rassemble 4 types de troubles, toujours présents avec une intensité variable d'un malade à un autre. Voilà. Donc, il y a le ralentissement de l'humeur, c'est-à-dire la personne, il est calme, il paraît calme, et il y a l'anxiété et les troubles du sommeil et de l'état physique. C'est important. Et avec l'altération de l'état physique du patient. Voilà à peu près comment on peut reconnaître la dépression. Donc, nous avons parlé de la tristesse. Oui. Nous avons parlé de la baisse de forme de la personne. Et nous avons parlé d'une modification globale de son comportement qui vient d'une manière insidieuse. C'est-à-dire, ça ne vient pas brutalement, mais ça vient petit à petit. C'est très important. Nous avons parlé des troubles du sommeil. Le patient, il se réveille entre minuit et 2 heures du matin. Il fait des rêves angoissants. Voilà les signes qui peuvent attirer notre attention. Et sans le savoir, on se dit que non, cet enfant est en train de déconner, ou bien ce jeune, il devient ceci. On lui attribue des adjectifs alors que la personne a un problème sérieux. Voilà, on a compris. Et y a-t-il une différence, les différents types de dépression? Est-ce qu'il y a de différents types de dépression? Voilà. Oui, il y a plusieurs types de dépression. Mais comme nous avons dit, c'est qu'il y a des dépressions mineures. Donc, dans la dépression mineure, les signes que nous avons cités, il y a la tristesse, il y a la fatigue, il y a l'insomnie. Et quand nous sommes à ce niveau, bon, nous sommes devant une dépression mineure. Bon, maintenant, lorsque nous avons encore plus de signes et que la personne n'arrive pas à vaquer à ses occupations professionnelles ou domestiques, là nous avons une deuxième forme de dépression, et une dépression majeure. Voilà. Donc lorsque la personne a des idées délirantes, c'est-à-dire elle dit des choses qui ne calent pas avec la réalité, et elle voit des choses que tout le monde ne voit pas, nous disons des hallucinations. Nous sommes en phase d'une dépression que nous appelons dépression psychotique. Et en ce moment, c'est la dépression, c'est la mélancolie. C'est ça, nous avons parlé, nous avons dit mélancolie en ce moment. Donc nous avons 3 types de dépression par rapport à ce niveau. Mais d'autres auteurs classent les dépressions agitées et les dépressions calmes. Donc ça dépend, il y a plusieurs classements qui ont été faits. Donc il y a des dépressions dans lesquelles les gens sont
les gens sont calmes, Oui. mais il y a des dépressions, c'est une dépression, mais la personne est agitée. On parle de dépression agitée. Donc il y a plusieurs classements. Il y a plusieurs classements. On peut constater que la personne est agitée ou bien on peut le constater très calme. Voilà. Et de toutes les manières, que ça soit calme ou agité, c'est la Ouais. dépression et il faut Ouais. le traiter. Voilà. C'est compris. Selon les chercheurs, la dépression n'altère pas uniquement notre santé mentale, mais aussi notre santé physique. Expliquez-nous un peu ça. Oui, vous savez, c'est important de le noter parce que quand on parle de santé physique, vous avez par exemple l'hypertension artérielle, vous avez par exemple les accidents vasculaires cérébraux, toutes ces maladies, et vous allez voir que elles sont en amont causées par la dépression. Et on dit que il y a 80% des AVC ischémiques qui sont causés en amont par la dépression. Donc, nous allons dire que, et lorsque nous avons dit que c'est une question de gestion des émotions, lorsque nous n'arrivons pas à gérer notre émotion, parmi les signes ici, nous avons parlé de la colère. Lorsque nous sommes en colère, l'organisme sécrète certaines substances qu'on appelle les catécholamines. Nous avons l'adrénaline et la noradrénaline. Ces substances déversées dans notre sang détruisent à petits coups notre cœur. Et voilà comment on dit que ça montre à suffisance que la dépression altère aussi la santé physique. Donc et ça nous donne la colère, et lorsque nous sommes en colère, l'organisme sécrète de la noradrénaline et de l'adrénaline qui sont toxiques à ces doses fortes, sont toxiques à petits coups contre notre cœur. Et ça nous tue à petits coups. Et c'est comme ça que ça peut entraîner la tension artérielle et l'hypertension artérielle. Ça peut nous donner des accidents vasculaires cérébraux. Et donc ça veut dire que c'est la colère qui est à la base le plus souvent à la base de ces maladies comme la tension et les AVC. En amont, c'est le stress. C'est le stress. Si nous avons le temps, un jour, on en parlera. D'accord. Le stress même est à la cause de la dépression. Et quand on parle de stress, on parle de conditions de vie, on parle de fatigue, on parle de tout. Tous les tracas de la vie, toutes les préoccupations. Tout est dans l'assiette. Ok, merci. Et les personnes qui souffrent de la dépression ont une expérience de vie un peu plus courte que la moyenne, selon certaines personnes. Est-ce que cette affirmation est vraie? Oui. On dit souvent que les personnes qui souffrent de la dépression ont une expérience de vie plus courte que ceux qui sont en bonne santé. Oui, naturellement. Tout ce que nous venons de dire démontre à suffisance cette assertion. Parce que nous avons dit tout à l'heure que quand quelqu'un est déprimé, il est souvent triste et souvent il est en colère. Et tout ça là, ça fait que son organisme sécrète des substances toxiques contre le cœur, ce qui fait qu'il va précocement avoir l'hypertension artérielle, il va précocement développer les accidents vasculaires cérébraux. Et tout ça là, ça ne fait que écourter sa vie. Et s'il faut s'en tenir à ces maladies là, mais nous venons de dire aussi qu'il y a le suicide. Nous venons de dire qu'il y a le suicide. Donc plusieurs personnes qui sont déprimées peuvent se suicider et écourter par là leur vie. Vous voyez que on n'a pas à dire beaucoup pour démontrer ceci. Oui. Ok. Et comment aider un dépressif à retrouver sa santé? Alors. Oui. Et c'est un passage très important pour moi, parce que nous avons dit que plus haut que souvent le dépressif n'arrive pas à prendre conscience de son état. Oui.
D'où il devient vraiment important que son entourage puisse l'aider. Là, nous disons que c'est à l'entourage d'engager le malade à prendre conscience de son état et à se soigner. En effet, l'une des caractéristiques de la dépression est d'être difficile à identifier, comme nous l'avons dit en haut. Surtout quand le malade se plaint essentiellement de troubles psychiques, d'où le qualificatif de dépression masquée et de troubles physiques. Là, nous allons clarifier. Quelqu'un peut dire qu'il a mal au ventre. Quelqu'un peut avoir même une diarrhée. Quelqu'un peut avoir un vomissement. Quelqu'un peut avoir des difficultés à respirer. Et ça peut être des signes de dépression. Tout ça là peut être des signes de dépression. Donc, en ce moment, nous parlons de dépression masquée. Il n'y a que les signes physiques. Oui. On ne voit pas les signes psychiques. Donc, il y a le plus souvent grand mal à prendre lui-même conscience de son état. Ça, c'est le patient. La personne ne se rend pas compte La personne qu'elle ne se a un rend problème. pas compte. Donc, Oui. mais nous avons parlé d'un changement global du comportement. Donc, c'est à son entourage immédiat de constater ce changement global du comportement de la personne et l'aider à prendre la décision et d'aller consulter. C'est important. Et maintenant, il y a aussi la culpabilité. Donc, la personne se culpabilise. Oui. Donc, et elle essaie de donner des explications de ces troubles pour dire que ce n'est pas une maladie. Parce que souvent, quand les gens ont des maladies psychologiques, l'entourage les considère comme ils sont faibles psychologiquement. Donc, les gens essaient de chercher à expliquer pour pouvoir dire qu'ils ne sont pas malades. Donc là, il faut vraiment que l'entourage soit à côté de la personne pour vraiment l'aider. Et dès qu'on constate ce changement de comportement global, on va aider la personne et on va lui convaincre que vraiment, on a constaté que vraiment ces derniers jours, ça ne va pas. En essayant de lui convaincre comme ça, la personne va cesser de trouver des moyens pour expliquer autrement. Et la personne aussi va accepter d'aller consulter. Donc, il ne faut pas attendre que toutes les étapes que nous venons de citer ici, la personne puisse avoir tous les signes et être dans un état tellement désespéré avant de venir consulter. Voilà, je pense que c'est ce que nous pouvons dire et pour parler de l'aide. Donc nous disons aussi que si la personne est aidée à consulter précocement, elle a plus de chances de guérir aussi plus tôt. Si la personne est aidée à se consulter précocement, et parlons de cette période-là, est-ce que la personne vient après quelques signes, ou bien quand est-ce qu'on peut dire que voilà, cette fois-ci c'est déjà tard, ou bien c'est bon, cette fois-ci c'est un peu tôt, ça peut se guérir précocement, ou bien expliquer un peu. Oui, et au niveau des signes, nous avons parlé de l'état mineur où la personne n'a que 3 ou 4 signes de la dépression. Ça, c'est un état mineur. Déjà, là même, la personne peut consulter. Nous avons parlé au niveau de l'état mineur, là, ça n'agit pas beaucoup sur les activités professionnelles ou domestiques de la personne. Donc, à un moment donné, à la deuxième phase où les activités professionnelles de la personne sont perturbées, la personne, des fois c'est l'absentéisme
au travail sans motif valable, et la personne ne se retrouve pas. En ce moment, l'entourage peut aider la personne à consulter. Même ses supérieurs hiérarchiques au service, ses collègues de service peuvent voir son comportement. Quelqu'un qui est absent au service, soit c'est des retards, son comportement change globalement, comme nous l'avons dit, et c'est la deuxième phase. Oui. Mais l'étape grave où la personne commence par dire des choses qui ne cadrent pas avec la réalité, oui. Et soit qui ne parle plus, ou qui est totalement couché, qui ne bouge même pas. Donc là, il ne faut pas attendre que ça aille très loin. Voilà. Donc le plus tôt serait le mieux. Est-ce qu'on peut éviter la dépression? Voilà. Et nous allons dire que pour éviter, c'est difficile de prétendre éviter la dépression. Mais si nous faisons par exemple les activités physiques régulières, si nous avons une alimentation équilibrée, si nous gérons bien notre sommeil, là nous pouvons prétendre lutter contre la dépression. Là, il faut faire des activités physiques comme le sport, la marche et d'autres. Et il faut éviter aussi la colère. Il faut se ressaisir d'une manière ou d'une autre. Et pour finir, qu'est-ce que vous avez comme mot à l'endroit des auditeurs? Ce que nous allons dire, c'est que la dépression est un trouble mental qui entraîne beaucoup d'incapacités chez les adolescents qui deviennent des délinquants, des toxicomanes et qui deviennent des gens désinsérés. Et chez nous, les adultes, ça donne aussi des incapacités et que les gens ont des difficultés professionnelles, les gens ont des difficultés conjugales et que tout ce que nous avons dit sur la dépression, il faut que tous ceux qui ont entendu puissent le mettre en pratique et consulter le plus tôt possible pour éviter des états plus graves. Merci. Je remercie tous les auditeurs. Ok. Et pour finir, laissez votre contact si un auditeur a besoin de vous, que la personne vous contacte directement. Mon numéro, c'est le 90 le 90, oui. 08 89 32. 89 32. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission et ce soir, nous avons parlé de la dépression. J'espère que vous allez mettre en pratique tous les conseils que vous avez reçus. Monsieur Roland, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Blessy. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain. Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon La Voix du Zior tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques.